Salutations à vous, chers spectateurs. Aujourd'hui, nous entreprenons un voyage captivant à travers les brumes du temps, au cœur même de la Grèce antique, pour examiner de près la vie et les exploits de l'une des figures les plus marquantes, controversées et, sans aucun doute, cruciales de l'histoire antique. Nous parlons d'un homme dont la perspicacité stupéfiante et la volonté inflexible ont sauvé non seulement son Athènes natale, mais peut-être toute la civilisation hellénique de l'absorption par une puissante despotie orientale. Nous parlons d'un homme dont la ruse sophistiquée et le génie politique inégalé suscitaient à la fois l'enthousiasme débordant des uns et la haine brûlante des autres. Nous parlons d'un homme qui devint le véritable architecte de la puissance maritime d'Athènes, jetant les bases de sa grandeur future, mais qui, par une ironie du sort, finit ses jours au service de l'ennemi juré de sa patrie. Son nom résonnait dans toutes les lades. Son nom suscite encore aujourd'hui des débats parmi les historiens. Il s'agit de Thémistocle. L'histoire de Thémistocle n'est pas une simple chronique aride de la biographie d'un stratège exceptionnel et d'un politicien perspicace. C'est une véritable tragédie antique, remplie d'ascensions fulgurantes et de chutes vertigineuses. C'est l'histoire d'une fidélité indéfectible aux idéaux de la polis et d'une amère trahison, qui peut même émaner de ceux que l'on a servis avec foi et peletofeseo, loyauté. C'est le récit d'une intuition incroyable, quasi mystique, qui permit de prévoir les tempêtes à venir et d'un destin tragique qui frappe souvent ceux qui osent devancer leur temps. C'est une narration profonde sur la manière dont un seul homme, n'appartenant pas au cercle étroit de l'aristocratie héréditaire, a pu radicalement changer le cours de l'histoire en s'appuyant uniquement sur la force de son esprit aiguisé, sur une volonté inébranlable et sur un don rare de persuader aussi bien des individus que des assemblées populaires entières. Plongeons-nous ensemble dans cette époque étonnante et tumultueuse de la formation de la démocratie athénienne et de sa puissance maritime, et tentons d'analyser avec impartialité qui était réellement Thémistocle. Un sauveur dévoué de sa patrie, ou Tsi, un opportuniste froid et calculateur, jouant habilement sur les passions et les ambitions de ses concitoyens. Pour saisir pleinement l'envergure de la personnalité de Thémistocle et la signification de ses actes, il faut avant tout se représenter l'Athènes de son temps. Transportons-nous mentalement au tournant des 6e et 2e siècles avant notre ère. L'Athènes de cette période est un creuset bouillonnant de passions politiques, de transformations sociales et de quêtes philosophiques. Tout récemment, grâce aux réformes audacieuses et profondes du sage Solon, qui jeta les bases de la société civile et abolit l'esclavage pour dette, puis, après la période de la tyrannie des Pisistratides, grâce aux transformations décisives de Clisthène, qui démantela définitivement les structures claniques et créa un nouveau système de tribus territoriales, la démocratie s'y était établie, encore très jeune, n'ayant pas eu le temps de se consolider et de prendre racine profondément. Mais, ayant déjà accordé aux simples citoyens athéniens le démos, un droit de vote sans précédent, le droit de participer activement à la gestion de leur polis natal par le biais de l'Assemblée du peuple, Ecclésia, du Conseil des 500, Djiboulé, et Iabonazozan, du tribunal populaire, Élié. La structure sociale d'Athènes était complexe. Au sommet se trouvaient les Eupatrides, l'ancienne noblesse terrienne, possédant richesse et influence. Suivaient les géomores, petits et moyens agriculteurs, constituant la base de la milice. Hoplites, puis les démiurges, artisans et commerçants, dont l'importance croissait avec le développement de l'économie athénienne. Et enfin, les têtes, les citoyens les plus pauvres, ouvriers agricoles et journaliers qui, avant les réformes, Clisthène avait peu de poids politique. Cependant, la vieille aristocratie terrienne, les Eupatrides, dont le pouvoir avait semblé inébranlable pendant des siècles, n'avait nullement l'intention de céder si facilement ses positions privilégiées. Une lutte acharnée, parfois larvée, parfois ouverte, entre le démos, c'est-à-dire le peuple au sens large, et les lignages aristocratiques, entre les ardents partisans des anciens ordres oligarchiques et les fervents adeptes des nouvelles libertés,
Démocratique était le principal moteur de toute la vie politique athénienne, déterminant son intensité et son imprévisibilité. Athènes devenait également un centre culturel. Le théâtre naissait, les grands tragédiens, Échille, Sophocle et Euripide, se préparaient encore à révéler leurs chefs-d'œuvre au monde. Mais déjà résonnaient hymnes et dithyrambes, les philosophes, présocratiques, cherchaient le fondement de l'être et les poètes chantaient la vaillance et la beauté. C'est précisément dans une atmosphère aussi complexe, dynamique et pleine de contradictions, vers 524 avant notre ère, que naquit notre héros. Thémistocle ne pouvait se vanter d'une origine aristocratique irréprochable qui ouvrait de nombreuses portes dans la société athénienne de l'époque. Son père, Néoclès, bien qu'appartenant à la gens assez noble, mais pas la plus influente ni la plus riche des Lycomides, ne faisait pas partie de ceux qui décidaient et du sort de la polis. Les Lycomides faisaient remonter leur lignage au mythique Lycos, fils de Pandion, et remplissaient des fonctions sacerdotales lors des mystères à Phlia. Mais leur influence politique s'était alors affaiblie. Quant à sa mère, selon diverses sources antiques, elle était soit une Thrace nommée Abrotonon, soit une Carienne du nom d'Euterpé. En somme, elle était une étrangère, une barbare, comme diraient les Grecs. Cette circonstance, selon les lois athéniennes sévères de l'époque, faisait du jeune Thémistocle un notos, un bâtard ou, plus précisément, un citoyen de second rang, privé de certains droits civiques importants, accessible uniquement à ceux dont les deux parents étaient athéniens. Ce stigmate de Tmétis forgea son caractère dès son plus jeune âge, lui apprit la ténacité et la débrouillardise. Il devait constamment, avec une énergie redoublée, prouver son droit à une place sous le soleil athénien, surmonter les préjugés profondément enracinés d'une société conservatrice et lutter obstinément pour la reconnaissance de ses talents et de ses capacités. Plutarque note qu'en raison de son origine, Thémistocle, dans sa jeunesse, s'entraînait non pas dans les palestres prestigieuses du centre-ville, mais au Cynosarge, un gymnase en périphérie, destiné aux citoyens de second rang et aux enfants de Naubissemara, mariage est mixte. On dit qu'il persuada par ruse plusieurs jeunes gens de famille noble de fréquenter également le Cynosarge, effaçant ainsi, en quelque sorte, la frontière symbolique entre citoyens de plein droit et ceux qui ne l'étaient pas. Plutarque, l'une de nos sources d'information principales et les plus détaillées sur Thémistocle, le dépeint dès sa jeunesse comme une nature exceptionnellement ambitieuse, avide de gloire et de reconnaissance. Il ne perdait pas son temps précieux en futilités si caractéristiques de la jeunesse noble et gâtée, comme le jeu raffiné de la lyre, la fréquentation des débats philosophiques par simple curiosité ou l'étude approfondie des subtilités des beaux-arts. Sa véritable passion dévorante était la politique, les affaires de l'État, les intrigues de l'agora et les décisions de l'Assemblée du peuple. On raconte que, tout jeune garçon encore, aux questions de ses camarades sur ce qui lui procurait le plus grand plaisir, il déclarait audacieusement que ce n'était nullement les festins, ni les fêtes, ni les compétitions sportives, mais l'occasion unique de faire quelque chose de grand, quelque chose qui laisserait une trace dans l'histoire de sa cité. Cette détermination précoce et cette concentration sur l'activité publique le distinguaient de ses pairs. Il négligeait les sciences dites nobles, considérées comme obligatoires pour la jeunesse aristocratique, mais absorbait avec avidité les connaissances pratiques qui pourraient l'aider dans la lutte politique. Ses maîtres notaient son esprit vif et son caractère turbulent, lui prédisant soit un grand avenir, soit de grands malheurs. L'éducation de Thémistocle fut plutôt pratique, axée sur les résultats, que profondément théorique et philosophique. Il n'était pas un penseur raffiné, ni un fin connaisseur de la haute poésie, comme l'était par exemple son futur adversaire politique Aristide, ou beaucoup d'autres de ses contemporains aristocrates. En revanche, il possédait un esprit incroyablement vif et perspicace, une mémoire phénoménale qui lui aurait permis, selon la rumeur, de retenir les noms de tous les citoyens d'Athènes, et un don de prévision rarissime, une intuition quasi prophétique. Il savait saisir avec une rapidité étonnante l'essence même de toute affaire complexe,
analyser instantanément une situation en évolution rapide et trouver des solutions totalement non conventionnelles, parfois paradoxales, mais toujours efficaces. Et surtout, ce qui le distinguait et devint son arme principale. Il était un orateur brillant, inégalé. Dans les conditions de la démocratie athénienne, où presque toutes les questions d'État les plus importantes étaient décidées lors de l'Assemblée du peuple, bruyante et nombreuse, l'art de persuader la foule, de maîtriser ses humeurs, n'était pas simplement une compétence utile, mais une clé directe du pouvoir et de l'influence. Et Thémistocle maîtrisait parfaitement cet art des plus complexes. Ses discours n'étaient pas tant d'une beauté exquise et ciselée selon les canons rhétoriques, que suprêmement énergiques, passionnés, pleins d'images vives et absolument compréhensibles pour le peuple simple, dont il savait trouver l'approche. Il parlait leur langue, abordait leurs problèmes urgents et savait présenter ses idées, parfois très complexes, sous une forme accessible et captivante. Il ne craignait pas d'utiliser des expressions fortes, de jouer sur les émotions de la foule, recourant parfois même à la démagogie, mais il atteignait toujours son but. Son ascension politique commença, comme pour beaucoup de jeunes Athéniens ambitieux de l'époque, par son élection au poste d'archonte éponyme en 493 avant notre ère. C'était l'une des plus hautes magistratures d'Athènes, conférant des pouvoirs considérables, y compris la présidence de l'Assemblée du peuple et de l'aréopage pour certaines questions. Et déjà à cette époque, à ce poste élevé, il manifesta pleinement son étonnante clairvoyance et sa pensée stratégique. Contrairement à l'opinion établie de la majorité des politiciens athéniens, qui considéraient comme principale menace pour Athènes les cités grecques voisines, telles que sa rivale commerciale Égine ou la puissante Sparte, Thémistocle voyait le véritable danger existentiel bien plus loin dans les vastes étendues de l'Orient. Là, tel un nuage d'orage, l'immense empire perse des Achéménides gagnait rapidement en puissance et étendait ses frontières, ayant déjà soumis à son sceptre de fer les florissantes cités-colonies grecques d'Ionie sur la côte d'Asie mineure. Thémistocle fut l'un des rares à comprendre clairement que la confrontation directe avec cette gigantesque machine militaire deviendrait tôt ou tard absolument inévitable, surtout après qu'Athènes eût aidé les rebelles ioniens. C'est pourquoi, en tant qu'archonte, Thémistocle initia l'une de ses premières décisions fatidiques. Il insista sur le transfert et la réorganisation radicale du port militaire et commercial athénien. L'ancien port athénien de Phalère était complètement ouvert aux attaques ennemies venues de la mer, peu profond et extrêmement incommode pour abriter une grande flotte. Thémistocle, doté d'un regard aigu de stratège, choisit pour le nouveau port le Pirée, un site avec 3 baies naturelles, profondes et bien protégées, Cantare, Zéa et Munichie. Ces baies pouvaient être facilement fortifiées par de puissants remparts et transformées en une citadelle maritime imprenable. Ce fut une décision véritablement révolutionnaire et visionnaire qui jeta les bases solides de la future puissance maritime d'Athènes. Beaucoup alors ne comprirent pas ces desseins grandioses, considérant cela comme un gaspillage inutile des maigres fonds publics, mais Thémistocle, usant de toute son influence et de son talent oratoire, réussit à imposer son point de vue. Il persuada les Athéniens que seule une flotte puissante et un port fiable pourraient assurer la sécurité et la prospérité de leur polis face aux épreuves à venir. Les travaux au Pirée commencèrent, et ce fut le premier pas vers la transformation d'Athènes en une grande puissance maritime. Il comprenait que l'avenir d'Athènes était en mer. Les sombres pressentiments de Thémistocle concernant la menace perse se vérifièrent avec une rapidité effrayante. En 490, avant notre ère, le roi perse Darius Ier, furieux de l'aide apportée par les Athéniens et les Érythréens aux Grecs d'Ionie, révoltés contre la domination perse en Asie mineure, notamment l'incendie de Sardes, capitale de la satrapie perse, envoya une puissante expédition punitive. Des dizaines de milliers de guerriers perses d'élite, y compris la célèbre cavalerie et les archers, traversèrent la mer Égée sur des centaines de navires et débarquèrent dans la plaine de Marathon, à seulement 42 kilomètres des murs d'Athènes. La panique s'empara de la ville. Les Athéniens, n'ayant pas reçu à temps l'aide militaire promise par les Spartiates, qui, selon leur coutume,
invoquait la nécessité de respecter la fête religieuse des Carneia, interdisant les opérations militaires avant la pleine lune, se retrouvèrent pratiquement seuls face à un ennemi redoutable et numériquement supérieur. À la tête de la milice athénienne, composée de courageux hoplites, se trouvait le stratège expérimenté Miltiade, qui connaissait bien la tactique perse. Thémistocle, très probablement, participa également directement à cette bataille décisive, peut-être en tant que l'un des 10 stratèges élus de sa tribu, ou simplement comme un hoplite ordinaire mais courageux, combattant au premier rang. La victoire des Athéniens à Marathon, obtenue grâce à l'habile tactique de Miltiade, qui étira le centre et renforça les flancs, et au courage incroyable des guerriers grecs qui chargèrent en courant sous les flèches perses, fut un véritable miracle. La petite mais soudée armée des Hellènes écrasa et mit en déroute panique les forces supérieures des puissants Perses. Cette glorieuse victoire donna des ailes aux Athéniens, leur insuffla une foi sans précédent en leur propre force et en l'invincibilité de leur poli. La menace semblait écartée. Marathon devint le symbole du courage grec et de la vaillance athénienne. Mais Thémistocle, contrairement à la plupart de ses concitoyens enthousiastes, ne tomba nullement dans l'euphorie du triomphe de Marathon. Il possédait un esprit trop lucide et perspicace pour se laisser abuser par une accalmie apparente. Il comprenait parfaitement. Marathon n'avait été que la première attaque, brillamment repoussée. L'empire perse était immense. Ses ressources humaines et matérielles semblaient véritablement inépuisables. Tôt ou tard, les Perses reviendraient inévitablement, et ils reviendraient avec des forces bien plus grandes, encore plus redoutables, pour venger leur défaite humiliante et soumettre définitivement la Grèce insoumise. Et alors, le courage et la ténacité de l'armée de terre hoplitique, aussi grands fussent-ils, ne suffiraient plus. Plus tard que nous rapporte un récit remarquable selon lequel, après la bataille de Marathon, Thémistocle était souvent vu pensif, absorbé dans ses pensées, voire abattu. Aux questions compatissantes de ses amis sur la cause de sa mélancolie, il répondait par sa célèbre phrase « Les trophées de Miltiade m'empêchent de dormir ». Ce n'était nullement une banale jalousie envers la gloire et les honneurs d'un autre illustre chef militaire. C'était une angoisse profonde et lancinante pour l'avenir de son Athènes natale. Il voyait clairement que les Perses, possédant une flotte immense et puissante, étaient capables de porter un coup dévastateur depuis la mer en n'importe quel point, même le plus inattendu, de la côte attique, de débarquer des troupes là où personne ne les attendrait. L'armée de terre, aussi vaillante et nombreuse fût-elle, ne pourrait physiquement pas protéger tout le long littoral de l'Attique. Le seul moyen réel de contrer efficacement une puissance maritime telle que la Perse était de créer sa propre flotte militaire puissante, ne lui cédant en rien, voire la surpassant. Cependant, comment convaincre les Athéniens, qui étaient à juste titre fiers de leur invincible armée de terre et de leur récente et glorieuse victoire à Marathon, de la nécessité urgente de construire des dizaines et des centaines de nouveaux navires de guerre? Cette entreprise exigeait des investissements financiers colossaux, et surtout, elle exigeait un changement radical de toute la doctrine militaire établie et même de la mentalité de la société athénienne. Thémistocle avait sur ce chemin un adversaire politique très puissant et influent. Aristide, fils de Lysimaque, surnommé par ses partisans et même certains de ses opposants « le Juste » pour son honnêteté et son intégrité irréprochable. Aristide était un représentant influent des cercles aristocratiques conservateurs qui s'appuyaient traditionnellement sur les riches propriétaires terriens. Cette même couche sociale qui constituait l'ossature est la principale force de frappe de la phalange hoplitique. Il croyait sincèrement qu'Athènes devait rester avant tout une puissance terrestre et que la construction massive d'une flotte n'était rien d'autre qu'un gaspillage vain et ruineux de l'argent public, un dangereux abandon des préceptes ancestraux et une sape des fondements de la société athénienne traditionnelle. Aristide craignait que le renforcement de la flotte n'entraîne une augmentation de l'influence politique des citoyens les plus pauvres, les têtes, qui servaient comme rameurs, et que cela ne perturbe l'équilibre des forces établies dans la polis, au détriment des hoplites et de l'aristocratie. Et voilà que, comme par un coup de baguette magique de la bienveillante Tyché,
déesse de la fortune, une chance unique, en or, se présenta à Thémistocle, une chance qu'il ne pouvait manquer. Dans les mines d'argent du Laurion, cette source inépuisable de la richesse athénienne, située à l'extrême sud de l'Attique, dans une région aride et rocailleuse où des milliers d'esclaves et de travailleurs libres extrayaient jour et nuit le précieux minerai, de nouvelles veines d'argent fabuleusement riches et de haute qualité furent soudainement découvertes dans la région de Maronée. Cette découverte promettait à l'État athénien des revenus colossaux, sans précédent. Selon une tradition athénienne ancienne et scrupuleusement respectée, tous ces bénéfices exceptionnels provenant des mines d'État devaient être équitablement répartis entre tous les citoyens athéniens de plein droit. Chaque Athénien, jouissant de ses droits civiques, pouvait s'attendre à recevoir un versement unique de 10 drachmes d'argent. Selon les normes de l'époque, c'était une somme très importante, capable d'améliorer considérablement la situation matérielle de nombreuses familles, et les simples Athéniens, des artisans aux petits propriétaires terriens, attendaient déjà avec impatience et joyeuse anticipation cette généreuse distribution de fonds publics, faisant des projets pour leur utilisation. Et c'est précisément à ce moment d'attente générale et d'espoir radieux que Thémistocle, défiant les traditions établies et risquant de s'attirer la colère de tout le démos, se présenta devant l'assemblée du peuple avec sa proposition véritablement révolutionnaire, audacieuse et, à première vue, extrêmement impopulaire. Il exigea de renoncer complètement à la distribution habituelle et attendue de l'argent et de consacrer à la place toute cette somme énorme, fabuleuse. Il s'agissait, selon diverses estimations d'historiens antiques, de 100, voire 200 talents d'argent pur, ce qui constituait une fortune colossale, capable de financer toute une campagne militaire, à la construction urgente et massive d'au moins 100 nouveaux navires de guerre moderne, des trières, ces redoutables murs de bois. De la future puissance athénienne, on peut facilement imaginer la tempête d'indignation et de colère que cette proposition souleva à l'assemblée du peuple. Priver les citoyens de l'argent qu'ils avaient presque déjà reçu pour une menace perse vague et lointaine, que beaucoup avaient déjà quelque peu oublié après la victoire retentissante de Marathon. Cela semblait de la folie. Ici, Thémistocle manifesta dans toute sa splendeur non seulement son talent oratoire exceptionnel, mais aussi sa ruse politique hors du commun, son habileté à manœuvrer et à trouver des arguments inattendus. Il comprenait parfaitement que parler directement de la guerre à venir avec la Perse, que beaucoup considéraient comme déjà terminée, serait contre-productif. Au lieu de cela, il désigna aux Athéniens un ennemi beaucoup plus proche, compréhensible et haï. L'île voisine d'Égine, rivale commerciale et militaire de longue date et irréconciliable d'Athènes. La guerre avec Égine, tantôt s'intensifiant, tantôt s'apaisant, couvait depuis de nombreuses décennies, et les Athéniens se souvenaient de bien des nombreuses offenses infligées par les pirates et les marchands éginetes. Thémistocle persuada avec ferveur ses concitoyens que la nouvelle flotte puissante était vitale pour Athènes, précisément pour écraser enfin Égine et assurer la sécurité du commerce maritime athénien. Et les Athéniens, bien qu'à contre-cœur, ne voulant pas se séparer de l'argent attendu, cédèrent néanmoins à ces arguments et acceptèrent. Ce fut une ruse politique géniale. Formellement, la flotte était construite pour lutter contre Égine, mais Thémistocle, contrairement à la plupart, comprenait parfaitement qui serait son véritable, principal et plus redoutable adversaire dans un avenir proche. Selon certaines versions, il proposa même non pas simplement de transférer l'argent à l'État, mais de le prêter aux 100 citoyens les plus riches d'Athènes, un talent chacun, à condition que chacun construise une trière, et si le résultat de leur utilisation était approuvé par le peuple, les navires resteraient à l'État, sinon les riches rendraient l'argent. Une telle formule pouvait apaiser le mécontentement. La lutte politique acharnée entre Thémistocle, représentant les intérêts des couches plus démocratiques et commerçantes artisanales de la population, et Aristide, exprimant les vues de l'aristocratie terrienne conservatrice, atteignit son apogée. Leur profonde divergence ne concernait pas seulement la question de la nécessité de construire une flotte, mais aussi toute la voie future du développement de l'État athénien,
son orientation en politique étrangère et son organisation interne. En 483 ou 482 avant notre ère, cette vive confrontation conduisit à l'application de la procédure de l'ostracisme, un vote populaire spécial au moyen de tessons d'argile appelé ostraka, au cours duquel les citoyens athéniens décidaient lequel des dobuxing, politiciens les plus influents, représentait la plus grande menace potentielle pour l'ordre démocratique existant et devait être temporairement, pour 10 ans, exilé de la ville. L'ostracisme avait été conçu par Clisthène comme un moyen de prévenir la tyrannie, mais dans la pratique, il devint un instrument de lutte politique. À l'issue de ce vote, la majorité des voix fut exprimée contre Aristide le Juste. Plutarque raconte la célèbre anecdote d'un paysan illettré demandant à Aristide d'écrire le nom Aristide sur son tesson, car il en avait assez d'entendre tout le monde l'appeler le Juste. Aristide, sans révéler son nom, accéda à sa demande. La voie pour la réalisation sans entrave des plans ambitieux de Thémistocle, visant à créer une grande flotte athénienne, était enfin complètement dégagée. Athènes commença fiévreusement, avec une énergie sans précédent, à construire sa flotte. Les chantiers navals du Pirée et de Phalère bourdonnaient du bruit incessant des haches et des marteaux. Pour la construction, il fallait du bois acheminé de Thrace et de Macédoine, de la poix, du chanvre, du métal pour les clous et le blindage des éperons. En 480 avant notre ère, lorsque la terrible tempête perse menaça à nouveau la Grèce, Athènes disposait déjà d'environ 200 trières entièrement équipées et armées. C'était la flotte la plus grande, la plus moderne et la plus apte au combat de toutes les lades. Thémistocle n'avait pas seulement obtenu la construction de centaines de nouveaux navires. Il avait accompli quelque chose de bien plus grand, il avait réussi à changer la mentalité même des Athéniens. Il commença à les transformer d'agriculteurs et de guerriers hoplites principalement terrestres en une nation maritime habile et courageuse. Désormais, le principal pilier de la puissance militaire et de l'influence politique athénienne n'était plus seulement les hoplites lourdement armés des couches aisées, mais aussi les têtes, les citoyens athéniens les plus pauvres, qui ne pouvaient se permettre le coûteux équipement hoplitique, mais qui servaient maintenant en masse comme rameurs sur les trières et constituaient la base des équipages de la flotte. Cela eut également des conséquences politiques profondes, renforçant considérablement le rôle et l'influence du simple démos dans la gestion de l'État et consolidant davantage la démocratie athénienne. Pendant qu'Athènes, sous la sage direction de Thémistocle, construisait à la hâte sa flotte, se préparant à de nouvelles épreuves, l'immense empire perse ne perdait pas de temps et se préparait minutieusement à une revanche écrasante pour l'humiliation de Marathon. Le nouveau roi perse, Xerxès Ier, fils ambitieux et puissant de Darius, rassembla une armée véritablement sans précédent pour l'époque et une flotte colossale provenant de tous les coins de son vaste empire. La préparation prit plusieurs années. Des canaux furent creusés, par exemple, à travers la péninsule de Latos pour éviter les caps dangereux. Des entrepôts de vivres furent construits le long de la route. L'historien antique Hérodote, que l'on appelle à juste titre le père de l'histoire, cite dans ses écrits des chiffres absolument fantastiques, presque incroyables. Des millions de fantassins, des centaines de milliers de cavaliers, des milliers de navires de guerre et de transport. Les historiens modernes, bien sûr, considèrent ces chiffres avec beaucoup de scepticisme et les estiment considérablement exagérés, produits soit d'une hyperbole antique, soit de propagande. Mais même en tenant compte de toutes les corrections possibles, l'armée de Xerxès était effectivement énorme. Peut-être 2 à 300 000 guerriers et environ 1200 navires, ce qui dépassait de loin tout ce que la Grèce unie pouvait, alignée et capable, semblait-il, d'écraser n'importe quelle armée et n'importe quel État du monde d'alors. À l'été 480, avant notre ère, les hordes innombrables de Perses, après plusieurs tentatives infructueuses et des travaux d'ingénierie grandioses, traversèrent l'Hellespont. Aujourd'hui connu sous le nom de détroit des Dardanelles, sur des ponts Torkdeptinestid, bateaux flottants géants spécialement construits, et, telle une avalanche dévastatrice,
se dirigèrent vers le sud, au cœur même de la Grèce. Une terreur indescriptible s'empara de la plupart des cités grecques. Beaucoup d'entre elles, en particulier celles situées au nord de l'Hellade, n'osant même pas envisager de résister à une telle armada, se soumirent aux Perses sans combat, s'empressant d'envoyer à Xerxès la terre et l'eau, signe traditionnel en Orient de soumission complète et inconditionnelle. Cependant, Athènes et Sparte, les deux cités grecques les plus grandes et les plus influentes, ainsi que plusieurs dizaines d'autres villes plus petites mais non moins courageuses, décidèrent de se battre jusqu'à la dernière goutte de sang pour leur liberté et leur indépendance. Pour coordonner les actions militaires conjointes et élaborer une stratégie commune, une alliance défensive panhellénique fut créée à la hâte, la Ligue hellénique, bien qu'elle ne fût pas non plus parfaitement unie. Le commandement suprême fut confié à Sparte, en tant que puissance militaire la plus prestigieuse. Dans la confusion et l'anxiété, les Grecs se tournèrent vers l'oracle de Delphes, le sanctuaire prophétique le plus célèbre et le plus respecté de toute l'Hellade, dont les prêtres étaient considérés comme les porte-paroles du dieu Apollon lui-même. La réponse de la Pythie, la prêtresse prophétesse, fut, comme souvent, extrêmement sombre, ambiguë et obscure. Elle prédisait à la Grèce des calamités terribles, la mort de nombreuses personnes et la destruction de villes, mais à la toute fin de sa sinistre prophétie, elle ajouta une phrase énigmatique et porteuse d'un faible espoir. « Seuls les murs de bois, Zeus à Tritogénie accorde imprenable pour ton salut et celui de tes descendants. » Une autre prophétie parlait de Salamine divine, qui perdrait les enfants des femmes. Mais comment fallait-il comprendre ces mystérieux murs de bois? Les avis parmi les Grecs divergèrent radicalement. Certains, plus conservateurs, pensaient qu'il s'agissait de l'ancienne palissade en bois qui avait autrefois entouré l'acropole sacrée d'Athènes, et proposaient de s'y réfugier. D'autres, principalement les Péloponnésiens, proposaient de fortifier par un puissant mur l'étroit isthme de Corinthe, reliant le Péloponnèse au reste de la Grèce continentale, et d'y concentrer toutes les forces pour la défense, abandonnant ainsi à son sort toute la Grèce centrale, y compris Athènes. Mais Thémistocle, comme toujours, avait sa propre interprétation tout à fait originale et audacieuse de cette prédiction divine. Il déclara résolument devant l'assemblée du peuple que les murs de bois mentionnés par l'oracle n'étaient autres que les navires de la flotte athénienne. Seule la flotte, selon sa profonde conviction, pouvait sauver Athènes et toute la Grèce de l'asservissement inévitable. Partant de là, il proposa un plan véritablement audacieux et désespéré. Évacuer toute la population civile d'Athènes, femmes, enfants, vieillards, malades, vers l'île voisine de Salamine et la ville amie de Trézène, située dans le Péloponnèse. Tous les hommes valides devaient monter à bord des trières et livrer à la flotte perse une bataille navale décisive. La phrase sur Salamine, perdant les enfants des femmes, selon son interprétation, s'appliquait aux ennemis et non aux Athéniens. Ce fut une décision incroyablement difficile et douloureuse pour chaque Athénien. Abandonner sa ville natale, ses maisons, ses sanctuaires, les tombes de ses ancêtres au pillage et à la profanation inévitable par un ennemi impitoyable. Pour un Grec de l'Antiquité, sa Polie n'était pas seulement un lieu de résidence, c'était sa petite patrie, son sanctuaire, le centre de tout son monde, de son identité. Beaucoup d'Athéniens étaient complètement désespérés, incapables de se résigner à une telle perspective. Mais Thémistocle, usant de toute son éloquence inégalée, avançant des arguments irrésistibles, n'hésitant pas devant les menaces et même, comme l'affirment certains auteurs antiques, ne dédaignant pas la corruption secrète de personnalités influentes, réussit finalement à convaincre l'assemblée du peuple hésitante d'adopter son plan radical. Un décret spécial, un pséfisme, fut promulgué, ordonnant l'évacuation immédiate et complète de la ville. Les Athéniens, le cœur serré, mais avec foi en leur chef, commencèrent à quitter la ville condamnée. Pendant ce temps, les forces terrestres et navales grecques unies tentaient désespérément de retarder l'avancée inexorable des hordes perses sur terre et sur mer. Les trois défilés montagneux des Thermopyles, les portes chaudes de la Grèce,
était héroïquement défendue par une petite mais légendaire troupe de 300 Spartiates, dirigée par leur roi Léonidas, et plusieurs milliers de guerriers d'autres cités grecques, y compris des Thébains et des Thespiens. Leur tâche était de retarder au maximum l'armée perse, afin de donner le temps au reste de la Grèce de se mobiliser et d'évacuer la population. Simultanément, la flotte grecque unie, où les navires athéniens sous la direction effective de Thémistocle constituèrent la partie la plus nombreuse et la plus apte au combat, livra une bataille acharnée à la gigantesque flotte perse, à l'extrémité nord de l'île d'Eubée, au cap Artémision. Le commandement formel de toute la flotte grecque unie appartenait au navarque spartiate Eurybiade, car les autres alliés grecs, en particulier les Corinthiens et les Éginètes, jaloux de l'influence croissante d'Athènes, refusaient catégoriquement d'obéir à un stratège athénien. Mais le véritable dirigeant, le cerveau et l'âme de toute la résistance navale grecque était sans aucun doute Thémistocle lui-même. Il eut même recours à des ruses. Selon Hérodote, il fit graver sur des pierres, près des sources d'eau, des messages aux Grecs d'Ionie, servant dans la flotte perse, les exhortant soit à passer du côté des Hellènes, soit à combattre mollement. La bataille navale d'Artémision se poursuivit avec un succès variable pendant 3 jours, et n'apporta de victoire décisive à aucune des deux parties. Mais les Grecs montrèrent qu'ils pouvaient résister aux Perses en mer. Les Grecs combattirent avec un courage exceptionnel et subirent de lourdes pertes, mais l'énorme flotte perse perdit également de nombreux navires, en partie à cause d'une violente tempête que les dieux semblèrent envoyer pour aider les Hellènes, coulant environ 400 navires perses avant même le début des combats principaux. Le principal résultat de la bataille d'Artémision fut que les marins grecs, et en particulier les Athéniens, acquirent une expérience de combat inestimable contre la flotte perse et virent de leurs propres yeux que les navires et les marins perses, malgré leur supériorité numérique, n'étaient nullement aussi invincibles qu'ils le paraissaient auparavant. Lorsque la nouvelle tragique de la mort héroïque de la troupe du roi Léonidas aux Thermopyles, trahie par le local Éphialtès, arriva, et que la voie de l'armée perse vers la Grèce centrale était désormais complètement ouverte, la flotte grecque, ayant accompli sa tâche de diversion d'une partie des forces perses et de couverture de l'évacuation de l'Eubée, se retira en ordre vers le sud, vers l'île de Salamine, où se trouvaient déjà les familles athéniennes évacuées. Les Perses, ne rencontrant plus de résistance sérieuse sur terre, déferlèrent en un flot irrésistible sur l'Attique. Athènes était vide, abandonnée par ses habitants. Xerxès, furieux de la résistance obstinée et audacieuse des Athéniens qui avaient osé le défier, ordonna de livrer la ville au feu et à l'épée et de raser jusqu'aux fondations les temples sacrés de l'Acropole. Le rêve de Thémistocle des murs de bois salvateurs subissait la plus dure et la plus impitoyable épreuve de la réalité. Ainsi, toute la population civile d'Athènes avait été évacuée avec succès. La ville antique et glorieuse gisait en ruines fumantes. La flotte grecque unie, considérablement inférieure en nombre à l'ennemi, se tenait dans le détroit étroit et sinueux entre la côte de l'Attique et l'île de Salamine. L'énorme flotte perse, comptant, selon les estimations d'Hérodote, environ 1200 navires de guerre, contre environ 370 à 380 navires grecs, dont environ 200 étaient des trières athéniennes, construites à l'initiative de Thémistocle, contrôlait totalement toutes les approches du détroit de Salamine depuis la haute mer. La situation des Grecs semblait absolument désespérée, presque sans espoir. Parmi les chefs militaires grecs réunis en conseil de guerre à Salamine, régnait l'abattement, la confusion et de vives dissensions. La plupart d'entre eux, et en premier lieu les Péloponnésiens dirigés par le commandant en titre, le Spartiate Eurybiade, effrayés par l'incendie d'Athènes et la supériorité numérique écrasante de l'ennemi, exigeaient avec insistance une retraite immédiate vers l'isthme de Corinthe. Ils estimaient que la seule chance de salut résidait dans la concentration de toutes les forces pour la défense du Péloponnèse et qu'une bataille risquée dans le détroit de Salamine, avec une telle inégalité des forces, était vouée à un échec inévitable et catastrophique.
Si la flotte grecque était vaincue ici, à Salamine, alors tout le Péloponnèse, leur terre natale, resterait complètement sans défense face à un éventuel débarquement perse par la mer. Le mur de l'isthme, qu'ils construisaient à la hâte, ne pourrait retenir les Perses s'ils dominèrent la mer. Thémistocle était catégoriquement, farouchement opposé à un plan aussi lâche, selon lui, et funeste. Il comprenait parfaitement que la retraite vers l'isthme, dans ces circonstances, équivaudrait à une défaite complète et définitive de toute la Grèce. Premièrement, cela signifierait abandonner cyniquement à la fureur de l'ennemi non seulement les femmes et les enfants athéniens évacués, mais aussi les habitants d'autres îles de la mer Égée qui continuaient à résister. Deuxièmement, en tant que stratège naval expérimenté, il était conscient que dans l'espace maritime ouvert près de l'isthme de Corinthe, la supériorité numérique écrasante de l'énorme flotte perse deviendrait un facteur absolument décisif. Le détroit étroit et sinueux de Salamine, au contraire, annulait en grande partie cet avantage numérique des Perses, les empêchant de déployer pleinement toutes leurs nombreuses forces et d'utiliser leur tactique favorite d'encerclement massif de l'ennemi, le périple. Ici, dans ces eaux resserrées, les trières grecques, plus légères, plus manœuvrables et mieux préparées au combat dans de telles conditions, menées par des équipages expérimentés et désespérés, pourraient combattre les Perses, sinon à armes égales, du djinn, moins avec de bien meilleures chances de succès. Les Grecs pourraient utiliser la tactique de la percée de la ligne, le diekplous, et de l'éperonnage. Les débats au conseil de guerre furent incroyablement vifs et acharnés, dégénérant parfois en attaques dispersonnelles. Le stratège corinthien Adimante, connu pour son animosité envers les Athéniens et personnellement envers Thémistocle, l'insulta même ouvertement, remarquant avec causticité « Thémistocle, au jeu, on bâtonne ceux qui partent avant le signal. » À cette insolence, Thémistocle, sans perdre son sang-froid, répliqua immédiatement et avec esprit. « Certes, mais ceux qui prennent du retard et arrivent derniers ne sont jamais couronnés de laurier. » Lorsque le Spartiate Eurybiade, finalement exaspéré par l'insistance inflexible et les arguments tranchants de Thémistocle, leva avec colère son bâton de commandement sur lui, le stratège athénien, sans même sourciller, prononça calmement et dit, indignement sa célèbre phrase, entrée dans l'histoire, « Frappe si tu veux, mais écoute d'abord. » Voyant qu'il ne parvenait pas à convaincre les Péloponnésiens obstinés par la seule force de la raison, Thémistocle eut recours à un moyen extrême, la menace directe. Il déclara fermement que si la flotte grecque alliée décidait néanmoins de se retirer de Salamine vers l'isthme, les Athéniens, qui constituaient plus de la moitié de toutes les forces navales helléniques, embarqueraient immédiatement toutes leurs familles et leurs biens restants sur leurs navires et partiraient pour toujours vers la lointaine Italie afin d'y fonder une nouvelle colonie libre, laissant le reste de la Grèce à son sort. Cette menace résolue eut son effet. La perte de la flotte athénienne, la plus nombreuse, la plus apte au combat et la plus expérimentée de toute la Grèce, signifierait l'effondrement inévitable et rapide de toute la résistance panhellénique. Eurybiade et les autres chefs militaires péloponnésiens, bien qu'à contre-cœur et avec un mécontentement manifeste, furent contraints de céder et d'accepter de rester à Salamine et d'y livrer la bataille générale aux Perses. À ce moment, selon certaines sources, Aristide, récemment rappelé de l'ostracisme à l'initiative de Thémistocle lui-même face au danger commun, apparut au conseil. Aristide soutint Thémistocle, informant que les issues du détroit étaient déjà bloquées par les Perses et qu'il était trop tard pour fuir. Mais Thémistocle comprenait parfaitement que le roi perse Xerxès, disposant d'un avantage aussi écrasant, pourrait ne pas prendre le risque d'une bataille dans des conditions aussi défavorables pour son immense flotte, celle d'un détroit étroit. Xerxès pouvait simplement bloquer la flotte grecque peu nombreuse dans le détroit de Salamine, la coupant de ses approvisionnements, tandis que lui-même débarquerait tranquillement ses troupes terrestres dans le Péloponnèse, contournant les fortifications de l'isthme par la mer. Il fallait à tout prix contraindre le roi perse, orgueilleux et impatient, à attaquer la flotte grecque immédiatement,
le lendemain même, et précisément ici, dans les défilés de Salamine. C'est alors que l'ingénieux Thémistocle eut recours à son stratagème militaire le plus célèbre et le plus audacieux, qui décida en grande partie de l'issue de toute la campagne. Au cœur de la nuit, il envoya secrètement au roi perse Xerxès son esclave le plus fidèle et dévoué, d'origine perse, nommé Sicinos, qui connaissait bien la langue et les coutumes perses et était le pédagogue de ses enfants. Sicinos devait transmettre à Xerxès un message secret de Thémistocle. Dans ce message, le stratège athénien, prétendument par sympathie secrète pour les puissants Perses et craignant sérieusement pour son propre sort en cas de défaite grecque, selon lui inévitable, informait le roi perse que la panique et la discorde régnaient parmi les Grecs et qu'ils avaient déjà décidé de lever l'ancre secrètement la nuit suivante et de tenter de s'échapper du détroit de Salamine. Thémistocle conseillait amicalement à Xerxès de ne pas manquer une occasion aussi favorable, d'attaquer immédiatement la flotte grecque désunie et démoralisée et de bloquer hermétiquement toutes les issues du détroit de Salamine afin qu'aucun navire grec ne puisse s'échapper et éviter une destruction totale. Ce brillant stratagème était finement calculé sur la psychologie de Xerxès lui-même. Le roi perse était connu pour son arrogance démesurée, sa confiance inébranlable en sa supériorité militaire écrasante et son désir passionné de remporter une victoire rapide, décisive et définitive sur les Grecs insoumis afin de retourner au plus vite triomphalement dans sa capitale. Le message secret de Thémistocle correspondait parfaitement à ses propres attentes, confirmait ses pires craintes concernant une éventuelle fuite des Grecs et, sans aucun doute, flattait son amour-propre démesuré. De plus, il craignait réellement que si la flotte grecque parvenait à lui échapper maintenant, la guerre ne s'éternise de manière inacceptable, épuisant les ressources de son immense armée. Xerxès crut entièrement au rapport astucieux. Sans perdre un instant, il ordonna à sa flotte d'entrer immédiatement dans l'étroit détroit de Salamine et de bloquer complètement toutes les issues possibles afin de couper aux Grecs toute voie de retraite. Une partie de la flotte perse, l'escadre égyptienne, fut envoyée pour bloquer le détroit occidental entre Salamine et Mégare. Les navires perses manœuvrèrent fiévreusement toute la longue nuit dans l'obscurité, prenant les positions indiquées et essayant d'encercler la flotte grecque qu'ils croyaient sans méfiance. Au matin suivant, les marins perses, épuisés par une nuit blanche et des manœuvres tendues, étaient assez fortement fatigués et moralement exténués. Tôt le matin du 20, ou selon d'autres sources, du 28 septembre 480 avant notre ère, commença la célèbre bataille de Salamine, l'une des batailles navales les plus grandes et les plus significatives de l'histoire mondiale. La flotte grecque, disposée sur 2, voire 3 lignes de bataille, attendait calmement et avec assurance l'apparition de l'ennemi dans les détroits étroits. Les Athéniens occupaient le flanc gauche, les Spartiates et autres Péloponnésiens le flanc droit. Au centre se trouvaient les navires des autres alliés. Les énormes et lourds navires perses, l'un après l'autre, entraient péniblement dans les passes étroites de Salamine, où ils se sentirent immédiatement à l'étroit. Ils commencèrent inévitablement à s'entasser, à se heurter les uns les autres, à gêner les manœuvres de leurs propres voisins et à briser leurs rames. À ce moment précis, les trières grecques, plus légères, rapides et incroyablement manœuvrables, menées par des équipages expérimentés et désespérés, comme un seul organisme, se précipitèrent dans une attaque furieuse au son du péant de guerre et des trumpets. La bataille fut incroyablement acharnée et sanglante des deux côtés. Les Grecs combattirent avec le courage désespéré de ceux qui n'ont plus rien à perdre, défendant sous les yeux de leurs familles leurs derniers espoirs, leur sanctuaire, leur liberté et leur vie même. Les Athéniens, dont les maisons et les temples venaient d'être barbarement incendiés et détruits par les Perses, se battirent avec une fureur particulière, indomptable, et vengèrent leur patrie bafouée. Thémistocle lui-même, selon des témoins oculaires, se trouvait au cœur même de cette mêlée mortelle, sur son navire amiral, inspirant par son exemple personnel ses guerriers à l'héroïsme et dirigeant habilement le cours de toute la bataille. Échille, participant à la bataille, la décrira plus tard dans sa tragédie « Les Perses ».
L'étroitesse du détroit, comme l'avait calculé Thémistocle, joua son rôle décisif. Les Perses ne purent jamais utiliser efficacement leur écrasante supériorité numérique. Leurs énormes navires, hauts mais moins manœuvrables, se heurtaient dans la confusion, brisaient leurs nombreuses rames, perdaient le contrôle et devenaient une proie facile pour les rapides trières grecques. Les navires grecs, équipés à la proue de puissants éperons recouverts de bronze, percutaient de plein fouet les flancs des navires perses maladroits, brisaient leurs rames, les immobilisant, puis, s'accrochant bord à bord, les hoplites grecs qui se trouvaient sur les ponts des trières, se lançaient audacieusement à l'abordage et engageaient un combat au corps à corps acharné avec les guerriers et marins perses. Les Éginettes se distinguèrent particulièrement, qui, selon Hérodote, agirent avec le plus d'habileté et de courage, attaquant le flanc des Perses. Ironiquement, Artémise, la courageuse reine de Carie, une région d'Asie mineure, alliée des Perses et commandant personnellement son escadre de 5 navires, se distingua particulièrement dans cette bataille. Elle combattit avec tant de bravoure et d'habileté, coulant plusieurs navires grecs, que Xerxès lui-même, observant avec anxiété le déroulement de la bataille catastrophique pour lui, depuis son haut trône d'or installé sur l'une des collines côtières, de l'Attique, le mont égalé, s'exclama involontairement en voyant sa vaillance. Mes hommes sont devenus des femmes dans cette bataille, tandis que mes femmes, au contraire, se sont montrées comme de vrais hommes. Au soir de cette longue et sanglante journée, l'immense et autrefois redoutable flotte perse était complètement défaite et partiellement détruite. Des centaines de navires perses furent coulés, incendiés ou capturés par les Grecs comme trophées. Des milliers de guerriers et marins perses se noyèrent dans les eaux du détroit de Salamine, ou furent impitoyablement massacrés par les Grecs sur ses rives lorsqu'ils tentaient de gagner la terre. Aristide, avec une troupe d'hoplites, débarqua sur l'île de Psittaléia, où les Perses avaient aposté un détachement et l'anéantit. Les pertes grecques, bien que considérables, environ 40 navires, furent incomparablement moindres. Xerxès, terrifié et désespéré, assista à cette catastrophe monstrueuse, à la perte de sa flotte qu'il croyait invincible. La victoire de Salamine eut une signification stratégique et morale véritablement immense, historique. Elle ne sauva pas seulement Athènes et tout le reste de la Grèce, d'un asservissement qui semblait inévitable et total par les Perses, mais elle marqua également un véritable tournant dans toute la longue guerre entre Grecs et Perses. Xerxès, profondément choqué par une défaite aussi écrasante et craignant sérieusement que les Grecs victorieux ne détruisent maintenant ses ponts de bateaux sur l'Hellespont, lui coupant ainsi qu'au reste de son armée, toute voie de retraite vers l'Asie, quitta précipitamment, presque paniqué, le territoire grec avec la majeure partie de ses forces terrestres. Il laissa cependant en Thessalie son général expérimenté et courageux, Mardonios, avec une armée d'élite estimée entre 50 et 300 000 guerriers, pour tenter de poursuivre la guerre sur terre l'année suivante. Mais la menace principale, la plus terrible pour la Grèce, était passée. L'initiative dans la guerre passa définitivement aux Hellènes. Thémistocle devint du jour au lendemain le véritable héros de toute l'Hellade, son sauveur et son idole. Son incroyable perspicacité dans l'évaluation de la menace perse, son insistance inébranlable dans la création d'une puissante flotte athénienne, son brillant génie stratégique et sa ruse inégalée, manifestés lors de la préparation et de la conduite de la bataille de Salamine, tout cela apporta à la Grèce une grande victoire et sauva sa civilisation. Même les Spartiates, toujours fiers et jaloux de tout succès athénien, furent cette fois contraints de reconnaître publiquement ses mérites exceptionnels envers toutes les Lades. Ils lui décernèrent le plus grand honneur qu'ils pouvaient accorder à un non-Spartiate. Une précieuse couronne d'olivier, habituellement réservée aux seuls vainqueurs des Jeux olympiques sacrés. Lorsque Thémistocle apparut peu après aux Jeux olympiques suivants, toutes les immenses foules de spectateurs, venus de tous les coins du monde grec, oubliant un instant les compétitions sportives elles-mêmes, se levèrent comme un seul homme et Thomos Sédis saluèrent leur sauveur par des applaudissements nourris et incessants. Ce fut le véritable triomphe de sa vie. Plutarque écrit qu'à Sparte,
on lui rendit un honneur qu'aucun étranger n'avait jamais reçu. Les Spartiates lui décernèrent une couronne pour sa sagesse, et à Eurybiade une couronne pour sa vaillance, et offrirent également à Thémistocle, le meilleur, chars et l'escortèrent jusqu'à la frontière avec 300 cavaliers d'élite. Après la glorieuse victoire de Salamine et l'expulsion définitive des restes des troupes perses de Grèce, qui eut lieu après les victoires décisives des forces grecques unies aux batailles de Platée-sur-Terre, où le général spartiate Pausanias écrasa Mardonios, et de Mycale-sur-Mer en 469 avant notre ère, où la flotte grecque sous le commandement du roi spartiate Léotychidas et de l'Athénien Xanthippe, père de Périclès, détruisit les restes de la flotte perse et incendia leur camp. Ou Thémistocle, bien qu'il ne jouât plus un rôle de premier plan directement sur le champ de bataille, mais sa flotte continuait d'assurer aux Hellènes une domination maritime complète et un soutien aux opérations terrestres, Athènes se retrouva au sommet de sa gloire, de sa puissance et de son influence dans tout le monde grec. La ville, si cruellement détruite et incendiée par les Perses, devait non seulement être relevée de ses ruines, mais reconstruite, rendue encore plus belle et plus puissante qu'auparavant. Et Thémistocle, ici encore, comme précédemment, manifesta son étonnante clairvoyance et son énergie débordante. Il comprenait parfaitement que la paix avec l'immense empire perse, malgré ses récentes défaites, était encore très fragile et incertaine, et que la jalousie et les craintes de Sparte, l'hégémon traditionnel en Grèce, ne feraient désormais que croître inexorablement à mesure que la puissance d'Athènes augmenterait. Athènes, plus que jamais, avait besoin de nouvelles fortifications urbaines, encore plus puissantes et fiables. Thémistocle proposa immédiatement d'entourer la ville renaissante de nouveaux remparts, beaucoup plus hauts, épais et solides, capables de résister à n'importe quel siège. Les Spartiates, craignant sérieusement un renforcement aussi excessif et rapide d'Athènes, qui pourrait devenir leur dangereux concurrent pour le leadership en Hellade, tentèrent par tous les moyens de l'empêcher. Ils envoyèrent en hâte à Athènes leurs ambassadeurs, qui persuadèrent avec insistance les Athéniens de ne pas construire de nouveaux murs, sous le prétexte hypocrite que cela visait à empêcher qu'en cas de nouvelle invasion perse, l'ennemi ne puisse utiliser Athènes fortifiée comme une puissante base militaire au cœur même de la Grèce. L'hypocrisie et la fausseté de ce prétexte étaient absolument évidentes pour quiconque comprenait un tant soit peu la politique. Thémistocle, ici encore, utilisa brillamment sa ruse et son art diplomatique favori. Il se proposa lui-même pour se rendre à Sparte en tant qu'ambassadeur athénien afin de mener des négociations et ordonna secrètement à ses concitoyens athéniens de commencer immédiatement, sans perdre un seul jour, la construction forcée des nouveaux remparts de la ville en utilisant absolument tous les matériaux disponibles, y compris même les pierres tombales des anciens cimetières et les pierres des temples et édifices publics détruits par les Perses. À Sparte même, Thémistocle retarda par tous les moyens le début des négociations officielles, se plaignant tantôt de sa prétendue mauvaise santé, tantôt déclarant qu'il attendait l'arrivée d'autres ambassadeurs athéniens qui, selon lui, devaient lui apporter de nouvelles instructions plus détaillées du gouvernement athénien. Pendant ce temps, toute la population d'Athènes, hommes et femmes, vieillards et même enfants, travaillait sans relâche, jour et nuit, à la construction des remparts de Salvateur. Lorsque les nouveaux remparts athéniens atteignirent une hauteur et une solidité suffisantes pour assurer à la ville une protection fiable, Thémistocle, enfin, déclara ouvertement et avec fierté, aux efforts spartiates stupéfaits et contrariés, qu'Athènes était désormais solidement entourée de remparts imprenables et tout à fait capable de se défendre elle-même contre n'importe quel ennemi, sans avoir besoin des conseils ni de la permission de personne. Les Spartiates, mis devant le fait accompli, n'eurent d'autre choix que de dissimuler leur irritation et de se résigner à ce renforcement désagréable pour eux d'Athènes. Ces murs, construits si rapidement, furent appelés les murs de Thémistocle. Mais le principal projet stratégique de Thémistocle dans cette période d'après-guerre fut l'initiation de la construction des longs murs. Il s'agissait de 2 puissants remparts de pierre, parallèles et distants l'un de l'autre,
qui devait relier le principal tissu urbain d'Athènes à son nouveau port fortifié du Pirée, qu'il avait lui-même choisi et commencé à aménager. Ces longs murs, d'une longueur d'environ 6 à 7 kilomètres chacun, transformaient en fait Athènes et son port du Pirée en une seule et immense forteresse, pratiquement imprenable pour tout ennemi de l'époque. Plus tard, un troisième mur, le mur de Phalère, fut construit. Même si une armée ennemie parvenait à dévaster toute la campagne environnante de l'Attique et à bloquer Athènes par voie terrestre, la ville, disposant grâce aux longs murs d'un accès sûr et fiable à la mer et à son port du Pirée, pourrait être approvisionnée sans entrave en nourriture, en armes et en tout le nécessaire par les voies maritimes et continuer la résistance pratiquement indéfiniment. Cette solution d'ingénierie et stratégique géniale assura à Athènes un avantage militaire colossal pour de nombreuses décennies à venir et devint l'une des principales bases matérielles de sa future puissance maritime et de la prospérité de ce que l'on appelle l'Empire maritime athénien, plus connu sous le nom de Première Ligue athénienne ou Ligue de Délos. Thémistocle fortifia également le Pirée lui-même, l'entourant de puissants remparts et en faisant la principale base navale d'Athènes. Il voyait dans le Pirée la clé de la prospérité et de la sécurité future de la ville, encourageant l'installation de marchands et d'artisans. Thémistocle était au sommet de sa popularité, de sa gloire et de son influence politique. Il était l'architecte universellement reconnu de la grande victoire sur les Perses, le sauveur de la patrie, l'homme qui, par sa volonté et son génie, avait transformé Athènes d'une simple polis grecque en la première puissance maritime de toute la Méditerranée. Cependant, comme c'est malheureusement très souvent le cas dans l'histoire, de grands mérites et un pouvoir immense engendrent une jalousie non moins grande et de nombreux ennemis cachés et déclarés. Et le caractère complexe et contradictoire de Thémistocle lui-même, sa confiance en soi non dissimulée, frisant parfois l'arrogance manifeste, son amour ostentatoire du luxe et de la richesse, son désir constant de souligner publiquement ses mérites, exceptionnels envers la polis, tout cela lui valut progressivement de plus en plus d'ennemis influents et dangereux, en particulier parmi la vieille aristocratie. Il construisit près de sa maison un sanctuaire à Artémis Aristoboulé, Artémis du meilleur conseil, ce que beaucoup considérèrent comme une manifestation d'orgueil excessif. Ses nombreux adversaires politiques, principalement issus des cercles aristocratiques conservateurs, qui ne lui avaient jamais pardonné son ascension fulgurante, ses sympathies démocratiques et la diminution de leur propre influence, commencèrent activement à tisser contre lui des intrigues sophistiquées et à répandre des rumeurs diffamatoires. On l'accusa de plus en plus d'une ambition excessive, quasi tyrannique, d'une aspiration secrète à établir un pouvoir personnel, d'un manque de respect envers les anciens dieux et les traditions sacrées des ancêtres. Des rumeurs persistantes se répandirent à Athènes sur sa prétendue corruption, par exemple lors de la répartition du butin ou de la résolution de différends entre alliés, et même sur des relations secrètes et traîtresses avec la cour perse, ce qui était une accusation particulièrement cynique et mensongère, compte tenu de son rôle décisif dans la récente guerre contre la Perse. Progressivement, mais inexorablement, la popularité autrefois illimitée de Thémistocle auprès des larges masses populaires commença à s'affaiblir et à fondre. Le démos athénien, comme tout système démocratique, était très inconstant dans ses sympathies et extrêmement méfiant envers toutes les personnalités trop influentes et éminentes, craignant une restauration de la tyrannie. De plus, après la fin glorieuse de la guerre de libération, d'autres nouveaux leaders commencèrent à émerger sur la scène politique athénienne, tels que, par exemple, Simon, le vaillant fils de Miltiade, le héros légendaire de la bataille d'Ochétsanordukon, Marathon. Simon était un chef militaire talentueux et chanceux, représentant de la haute aristocratie, mais il savait aussi habilement s'entendre avec le démos, dépensant généreusement ses richesses pour lui, par exemple en organisant des repas publics ou en ouvrant ses jardins à tous. Il représentait une aile politique plus modérée, aspirant à la réconciliation et à la coopération avec Sparte, en opposition à la politique anti-spartiate de Thémistocle,
qui continuait de voir en Sparte le principal rival d'Athènes. Les adversaires de Thémistocle utilisèrent habilement dans leur propagande toutes ces erreurs réelles et imaginaires, ses faiblesses et ses erreurs de calcul. Ils rappelaient constamment au peuple son origine pas tout à fait pure, non aristocratique, sa vanité démesurée et sa soif de pouvoir. Peu à peu, les nuages s'amoncelèrent de plus en plus au-dessus de la tête du grand stratège et sauveur d'Athènes. Et voilà qu'en 471 ou, selon d'autres sources, en 472 avant notre ère, Thémistocle, l'homme à qui Athènes devait son salut et sa grandeur future, fut soumis à la procédure de l'ostracisme. La majorité des citoyens athéniens, réunis sur l'agora, votèrent par leur tesson d'argile pour son exil de sa ville natale pour une longue période de 10 ans. Telle était la cruelle ironie du sort et la nature sévère, parfois ingrate, de la démocratie athénienne. Exilé d'Athènes, Thémistocle s'installa d'abord à Argos, une ville importante et influente du Péloponnèse, traditionnellement ennemie de Sparte, et qui accueillit donc chaleureusement le politicien athénien en disgrâce. Mais même là, ses nombreux et puissants ennemis ne le laissèrent pas en paix. Les Spartiates, qui haïssaient Thémistocle depuis longtemps et farouchement pour sa politique anti-spartiate et pour le renforcement d'Athènes, ne marrent pas l'occasion de l'anéantir définitivement. Ils portèrent contre lui une nouvelle accusation, encore plus grave, celle de haute trahison, à savoir sa participation secrète à la soi-disant conspiration du général spartiate Pausanias, vainqueur de Platée, qui, selon leurs affirmations, menait des négociations secrètes et traîtresses avec le roi perse, dans le but d'établir une tyrannie en Grèce. Ces terribles accusations contre Thémistocle étaient-elles un tant soit peu fondées, ou s'agissait-il d'une pure provocation et d'une calomnie? Cela reste encore aujourd'hui un sujet de vif débat parmi les historiens. Peut-être Thémistocle, en exil, profondément aigri et offensé par ses concitoyens ingrats, chercha-t-il réellement, en désespoir de cause, des contacts avec les Perses, les considérant comme des alliés potentiels contre Sparte, ou même comme un refuge, possible. Il existe des lettres, prétendument écrites par lui à Pausanias, mais leur authenticité est douteuse. Ou peut-être tout cela n'était-il qu'une intrigue habilement planifiée et brillamment exécutée par ses ennemis athéniens et spartiates, visant sa complète discréditation et son élimination physique. Quoi qu'il en soit, les Athéniens, sous forte pression de la puissante Sparte et craignant sa colère, condamnèrent par contumace, sans procès ni enquête, Thémistocle, leur ancien héros, à la peine de mort et à la confiscation totale de tous ses biens considérables. Désormais, ce n'était plus seulement la menace de l'oubli politique qui planait au-dessus de sa tête, mais le danger réel d'une mort imminente. Il fut contraint de fuir à nouveau, pour sauver sa vie. Commença alors une longue et douloureuse période d'errance à travers divers coins du monde grec. Il chercha refuge d'abord sur l'île de Corcyre, l'actuelle Corfou, dont les habitants lui étaient trop redevables pour son aide dans un différend avec Corinthe. Mais là aussi, craignant la vengeance des Athéniens et des Spartiates, on lui refusa un séjour prolongé. Puis, lorsque la situation y devint également dangereuse, il se rendit en Épire, chez le roi de la tribu belliqueuse des Molosses, Admète. Plutarque nous rapporte une histoire très touchante et dramatique sur la façon dont Thémistocle, poursuivi de près par ses ennemis impitoyables, désespérant de trouver un refuge sûr, décida de recourir à la protection du roi Admète, qui, par ironie, du sort était son vieil ennemi juré, car Thémistocle avait autrefois empêché Admète d'obtenir l'aide des Athéniens. Pour attendrir le cœur du sévère roi et s'assurer sa protection, Thémistocle, entrant dans le palais, prit dans ses bras le jeune fils d'Admète et, avec lui dans les bras, s'assit près du foyer sacré de la maison. C'était une coutume ancienne et inviolable de supplication pour obtenir protection, que même le plus grand ennemi ne pouvait enfreindre sans s'attirer la colère des dieux. Le roi Admète, profondément touché par la situation désespérée et humilié de son ancien adversaire, et respectant les coutumes sacrées docéptiques de l'hospitalité, ne livra pas Thémistocle à ses persécuteurs et lui accorda un refuge temporaire, puis l'aida à poursuivre son chemin.
Mais même dans les pierres sauvages et montagneuses, il était extrêmement dangereux de rester longtemps. Finalement, après de longues et douloureuses réflexions, Thémistocle prit la décision la plus désespérée, la plus impensable et la plus paradoxale de sa vie: chercher refuge et protection, non pas auprès de n'importe qui, mais auprès de ce même roi, Perse contre lequel il avait autrefois combattu avec tant de ferveur et de succès, et à qui il avait causé tant de tort. Il s'agissait déjà d'un nouveau roi perse, Artaxerxès Ier Longuemain, fils et héritier de Xerxès. Imaginez un instant toute la profondeur du tragique, toute l'amère ironie de cette situation incroyable. Le plus grand et le plus irréconciliable ennemi des Perses, l'homme qui fut le principal architecte de leurs défaites écrasantes, cherchait maintenant lui-même salut et miséricorde à la cour perse. Thémistocle traversa secrètement, avec de grandes précautions, la mer Égée vers l'Asie mineure, à Éphèse, en territoire sous contrôle perse, et de là, il envoya à Artaxerxès sa célèbre lettre. Dans celle-ci, non sans fierté, il rappelait au roi que lui, Thémistocle, avait en son temps causé beaucoup de tort aux Perses, mais, affirmait-il, il leur avait aussi apporté un bienfait non négligeable, car c'était lui qui, après la bataille écrasante de Salamine, aurait dissuadé les Grecs triomphants de poursuivre immédiatement la flotte vaincue de Xerxès et de détruire les ponts sur l'Hellespont, vitaux pour les Perses, ce qui, selon toute vraisemblance, était la pure vérité. Thémistocle, en stratège avisé, comprenait parfaitement qu'un ennemi acculé et privé de voie de retraite devenait doublement dangereux et se battrait avec le désespoir du condamné. Il demandait humblement à Artaxerxès de lui accorder 1 an pour apprendre la langue perse et les coutumes locales. Après quoi, lui, Thémistocle, pourrait servir le roi perse avec foi et loyauté, utilisant toutes ses connaissances, son expérience et ses talents. Artaxerxès, qui avait sans aucun doute beaucoup entendu parler de la grande renommée et des capacités exceptionnelles de Thémistocle, fut, semble-t-il, passablement impressionné par une audace aussi incroyable et un revirement de situation aussi inattendu. Peut-être calcula-t-il aussi sobrement qu'il pourrait, à l'avenir, utiliser les connaissances uniques et la riche expérience militaire de ce célèbre grec à ses propres fins, par exemple, contre ces mêmes Grecs. Quoi qu'il en soit, le roi perse accueillit Thémistocle avec beaucoup d'honneur et de respect. Plutarque écrit que le roi fut si heureux qu'il se réveillait même en sursaut la nuit en criant « J'ai Thémistocle l'Athénien ». Thémistocle, doté d'un esprit vif et d'une étonnante capacité d'adaptation, apprit en effet assez rapidement la complexe langue perse, maîtrisa parfaitement toutes les subtilités de l'étiquette de la cour et devint bientôt l'un des conseillers très respecté et de confiance du roi perse. En signe de faveur particulière et pour assurer son existence confortable, on lui confia la gestion de 3 riches et prospères cités grecques d'Asie mineure, Magnésie du Méandre, pour son approvisionnement en pain et autres produits agricoles, Lampsaque, pour lui fournir les meilleurs vins, et Myonté, pour son approvisionnement en autres denrées nécessaires et en poissons. Ainsi, l'ancien sauveur de la Grèce et le pire ennemi de la Perse devint un satrape de haut rang, gouverneur du roi perse sur le territoire perse même. Ce fut une fin véritablement étonnante et tragique à sa carrière tumultueuse. Il frappa même sa propre monnaie à Magnésie. Sur les dernières années de la vie de Thémistocle, passées en Perse, on connaît malheureusement peu de faits fiables. Il vivait entouré de luxe, d'honneur et d'un bien-être apparent, mais, selon les paroles pénétrantes de Plutarque, il ressentait une nostalgie profonde et incessante pour sa lointaine patrie, pour Athènes, et pour la gloire retentissante et l'influence illimitée qu'il avait autrefois eue dans la Grèce libre. On dit qu'il répétait souvent avec amertume à ses enfants, qui vivaient avec lui en exil. « Ô mes enfants, nous serions maintenant des gens tout à fait perdus, malheureux, si nous n'avions pas été si complètement perdus alors. » Voulant dire que leur bien-être actuel en Perse avait été acheté au prix de son exil et de la perte de tout ce qui lui était cher dans sa patrie. Il existe une légende très célèbre et dramatique, également rapportée par Plutarque, selon laquelle, lorsque le roi perse Artaxerxès
aurait eu l'intention de déclencher une nouvelle grande guerre contre la Grèce, peut-être lors de la révolte égyptienne soutenue par Athènes, et aurait exigé de Thémistocle, en tant que son fidèle vassal et général expérimenté, de prendre la tête de la flotte et de l'armée perse dans cette campagne. Celui-ci, ne voulant en aucun cas combattre contre ses anciens compatriotes et lever les armes contre sa patrie, préféra se donner volontairement la mort. La légende raconte qu'il se suicida en buvant courageusement une coupe de sang de taureau frais, considérée à l'époque comme un poison mortel. C'est, sans aucun doute, une histoire très belle, héroïque et tragique, dépeignant Thémistocle comme un véritable patriote jusqu'à la fin, incapable de trahir les idéaux de sa jeunesse, même sous la menace de la mort. Cependant, la plupart des historiens modernes, y compris un auteur antique aussi faisant autorité que Thucydide, qui fut contemporain de ces événements, présentent une version plus prosaïque et, selon toute vraisemblance, plus crédible de sa mort. Selon Thucydide, Thémistocle mourut d'une maladie soudaine dans la ville de Magnésie du Méandre, où il était gouverneur vers 459 avant notre ère, à l'âge d'environ 65 ans. Avant sa mort, il aurait, selon la tradition, secrètement demandé à ses parents et amis de transporter discrètement ses cendres dans sa patrie, en Attique, et de l'enterrer secrètement sur sa terre natale, ce qui, dit-on, fut exécuté par eux avec de grandes précautions. Sa tombe, selon certaines informations ultérieures, se serait trouvée quelque part non loin du Pirée, son œuvre favorite, le port qu'il avait lui-même fondé et fortifié et qui devint le symbole de la puissance maritime d'Athènes. Pausanias, écrivain du IIe siècle de notre ère, affirmait avoir vu sa tombe près de la jetée du Pirée. Quel est donc l'héritage historique de Thémistocle? Il est véritablement immense, aux multiples facettes et, comme toute sa vie, très contradictoire. Indiscutablement, il fut un stratège génial, inégalé, et l'un des politiciens les plus perspicaces et efficaces de son temps, voire de toute l'histoire antique. Sa perspicacité étonnante dans l'évaluation précise de l'ampleur et de l'inéluctabilité de la menace perse, sa ténacité inébranlable et sa volonté politique dans la création d'une puissante flotte de guerre athénienne, malgré tous les obstacles, son plan stratégique astucieux et brillamment exécuté pour la bataille de Salamine, tout cela, ensemble, sauva non seulement son Athènes natale, mais toute la Grèce d'un asservissement inévitable et, peut-être, de la disparition complète de sa civilisation unique. Sans Thémistocle et ses murs de bois, l'histoire non seulement de la Grèce, mais de toute la civilisation occidentale, héritière de la culture hellénique, aurait pu suivre une voie complètement différente, imprévisible et probablement beaucoup plus sombre. Il fut le véritable architecte et créateur de la puissance maritime d'Athènes. Ses murs de bois, c'est-à-dire sa flotte, et ses longs murs, c'est-à-dire ses fortifications, devinrent la base matérielle solide de l'empire maritime athénien, la fameuse Arché, qui domina le bassin de la mer Égée pendant presque tout siècle avant notre ère et contribua à l'épanouissement sans précédent de la démocratie, de la science, de l'art, de la philosophie et de la littérature athénienne, cette même période que nous connaissons sous le nom de siècle de Périclès. Le renforcement du rôle des têtes, qui servaient dans la flotte, conduisit à une démocratisation accrue de la société athénienne, car ces hommes, qui versaient leur sang pour la patrie, exigeaient et obtenaient de plus en plus de droits politiques. Cependant, on ne peut nier non plus que ces méthodes pour atteindre ces objectifs étaient souvent éloignées des idéaux éthiques et des normes communément admises. Il était un maître inégalé des intrigues politiques, ne dédaignant pas, lorsqu'il le jugeait nécessaire, ni la corruption, ni la tromperie, ni la démagogie pour atteindre ses objectifs étatiques ou personnels. Son ambition démesurée, sa confiance en soi non dissimulée et son arrogance parfois manifeste repoussaient de nombreuses personnes respectables et lui créaient de dangereux ennemis. Et son passage forcé, mais néanmoins volontaire, au service du roi perse, même s'il fut accompli dans la situation désespérée d'un exilé, jeta néanmoins une ombre indélébile sur sa réputation, jusque-là irréprochable de grand patriote, aux yeux de
certains de ses contemporains et de nombreuses générations ultérieures. Thémistocle est l'un des exemples les plus frappants et les plus édifiants de ce que l'on appelle l'homme du moment, une personnalité historique qui apparaît sur la scène de l'histoire à l'heure la plus critique, la plus décisive, et qui, par sa volonté, son génie, en change résolument le cours. Il n'était pas un héros idéal, irréprochable, sorti des légendes, dépourvu de faiblesses et de vices humains. Mais sa contribution colossale au sauvetage de la Grèce du joug perse et à la création des fondations solides de la grandeur et de la prospérité future d'Athènes est absolument incontestable et reconnue par la majorité des historiens. Sa vie tumultueuse et dramatique est une leçon éternelle et actuelle pour nous tous sur la manière dont le génie et la ruse, le patriotisme élevé et les basses ambitions personnelles, le triomphe retentissant et la profonde tragédie personnelle sont étroitement et inextricablement liés dans la politique réelle. Il anticipe en quelque sorte d'autres figures complexes et géniales de l'histoire athénienne, comme Alcibiade, qui combina également des talents incroyables avec une absence de principes politiques. Il a clairement démontré au monde entier que même un homme d'origine modeste et peu fortuné, n'ayant pas derrière lui le soutien de puissants clans aristocratiques, en s'appuyant exclusivement sur la force de son propre esprit, sur une volonté inflexible et sur un don rare de persuasion, peut atteindre les sommets les plus vertigineux du pouvoir et changer radicalement le destin de son peuple et de son État. Mais il a aussi montré, par son destin tragique, avec quelle facilité et rapidité on peut perdre tout ce qui a été conquis, pouvoir, gloire et respect des concitoyens, si l'on ne sait pas s'arrêter à temps, si l'on surestime ses forces ou si l'on devient trop fort, trop influent, et donc trop dangereux pour ce même système politique que l'on a soi-même aidé à créer et à renforcer. La démocratie, qui lui avait ouvert la voie vers le sommet, fut aussi celle qui le renversa. L'histoire de Thémistocle nous amène à réfléchir profondément à la nature même du pouvoir et à son influence corruptrice, au véritable prix de la gloire et de la reconnaissance, aux vicissitudes imprévisibles du destin humain et à l'ingratitude de la foule. Il fut et reste l'une des figures les plus fascinantes, captivantes par sa complexité et son ambiguïté, du monde antique, dont les grands exploits et la personnalité hors du commun suscitent encore aujourd'hui, près de 2 millénaires et demi plus tard, les débats les plus animés, les évaluations les plus contradictoires et l'admiration la plus sincère de tous ceux qui s'intéressent à l'histoire de la Grèce antique. Il est un rappel éternel que l'histoire n'est pas faite par des forces impersonnelles, mais par des êtres humains vivants, avec toutes leurs passions, leurs qualités et leurs défauts. Merci de nous avoir accompagnés dans ce long, mais j'espère sincèrement, voyage passionnant et instructif dans le monde étonnant de la Grèce antique et dans le destin de l'un de ses plus grands fils. L'histoire de Thémistocle n'est qu'une des milliers de pages étonnantes et édifiantes de notre riche passé, qui nous aident à mieux et plus profondément comprendre notre présent et, peut-être même, à entrevoir notre avenir. Abonnez-vous à notre chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, mettez un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et si vous avez appris quelque chose de nouveau, et n'hésitez pas à nous dire en commentaire quelles autres personnalités historiques, éminentes, ou quels événements significatifs du passé vous aimeriez découvrir dans nos prochains épisodes. À de nouvelles rencontres passionnantes à l'antenne.